je m'appelle Geoffrey Mortuaire, je suis médecin dans le service d'ORL au CHU de Lille et on va voir ensemble un petit peu les éléments de prise en charge symptomatiques dans le cadre des vascularites en cas. Alors le but de cette présentation, c'est de bien présenter les éléments du diagnostic de ces pathologies, ce que l'ORL fait en pratique courante pour essayer d'identifier les diagnostics. Et puis on abordera aussi, surtout ce qui va vous intéresser, c'est les méthodes de prise en charge au quotidien pour essayer de diminuer la gêne fonctionnelle. Ce qu'on ne va pas du tout aborder ici, ce sont les principes du traitement étiologique, ça sort du cadre de cette présentation. On n'abordera pas non plus la prise en charge chirurgicale qui s'adresse à des cas bien particuliers. Alors tout d'abord, dans quel cadre on va retrouver des manifestations rhinologiques dans les maladies à vascularite? C'est ce qu'on appelle les dysfonctionnements rhino-sinusiens chroniques, c'est-à-dire des symptômes qui évoluent depuis plus de 12 semaines, c'est pour ça qu'on parle de chronicité, et qui sont essentiellement dominés par l'obstruction nasale, les écoulements et éventuellement des sensations de saignement ou la présence de croûtes au niveau du nez qui sont souvent très invalidantes. Donc l'ORL est sollicité pour ces différents symptômes, mais il va aussi rechercher à l'examen clinique des éléments qui vont le conforter dans son hypothèse diagnostique. Et pour cela, il va avoir recours à l'examen nasofibroscopique qui va lui permettre de regarder à l'intérieur du nez pour voir si on identifie des choses très évocatrices, quelques des croûtes, mais aussi des lésions muqueuses inflammatoires. Et on s'aide aussi de l'examen scanographique qui va nous permettre de rechercher des opacités plus ou moins diffuses qui témoigneront de l'inflammation de l'ensemble de la muqueuse au niveau des fosses nasales et des sinus. Donc le triptyque diagnostique, c'est les signes fonctionnels. Alors les signes fonctionnels que l'ORL doit rechercher, c'est facile, c'est un acronyme, ça s'appelle PADORES, c'est-à-dire que pour chaque lettre correspond un symptôme. Le P, c'est pour le nez qui gratte, mais ça c'est très souvent dans les pathologies allergiques, ce qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Le A, c'est les troubles de l'odorat, c'est l'anosmie, c'est la perte de l'odorat. Le D, c'est pour les douleurs en projection des sinus au niveau du front ou au niveau maxillaire. Le O, c'est pour l'obstruction nasale qui est souvent un symptôme majeur, surtout lorsqu'il y a des croûtes qui sont accumulées au niveau du nez. Le R, c'est pour les écoulements, qu'ils soient antérieurs au niveau des narines ou en arrière de la gorge, et c'est souvent très gênant puisque ça entraîne une irritation du pharynx et parfois des modifications de la voix. On a E pour les saignements, ce qu'on appelle épistaxis. Et enfin le S qui peut aussi être rencontré dans ce genre de situation. Ces différents symptômes, on va les coter cliniquement pour apprécier la gravité de la gêne fonctionnelle. Associé à ça, on réalise un examen physique avec une caméra qu'on introduit dans la fosse nasale, c'est une fibroscopie qui fait 4 mm, qui est habituellement bien supportée et qui nous permet de regarder la présence éventuelle de sécrétion, comme on le voit sur la diapositive, ou la présence d'œdème au niveau des structures qu'on appelle les cornées. Ensuite, on a l'imagerie, c'est un scanner des sinus, un scanner qui est fait sans injection et qui nous permet d'apprécier la présence d'opacité au niveau des sinus, comme on le voit sur la diapositive. Vous avez là une opacité au niveau du sinus maxillaire gauche. Ces différents symptômes, ces différentes caractéristiques nasofibroscopiques et scanographiques nous permettent de classer les patients en différentes catégories de maladies. D'un côté, ce qu'on appelle les rhinites chroniques, qui ne nous concernent pas aujourd'hui, ce sont les maladies allergiques essentiellement. On a ensuite les pathologies tumorales qui, elles, seront souvent diagnostiquées à l'examen nasofibroscopique parce qu'on mettra en évidence une masse tissulaire suspecte. Et puis ensuite, on a le cadre des rhinosinusites chroniques qui va nous concerner, avec d'un côté les pathologies infectieuses essentiellement maxillaires, et on retrouvera à l'examen endoscopique l'existence de pus, comme on le voit sur la diapositive, avec un écoulement purulent au niveau de ce qu'on appelle le méa moyen, qui est la zone d'abouchement du sinus maxillaire dans la fosse nasale. Et puis ensuite, on a des pathologies diffuses de la muqueuse avec ou sans polype. Et c'est dans ces groupes de pathologies qu'on va pouvoir identifier les vascularites. Les vascularites en cas, mais on peut aussi retrouver d'autres pathologies, les granulomatoses telles que la sarcoïdose, qui peuvent aussi se manifester sur le plan rhino-sinusien par la présence d'anomalies. Sur le plan scanographique, des indices peuvent nous orienter sur ces pathologies inflammatoires chroniques. C'est la présence de densification de l'os, comme on voit sur la diapositive, avec une muqueuse très épaissie au niveau des fosses nasales. On peut aussi avoir des sinus complètement comblés par l'inflammation, avec un aspect de gonflement. Et puis aussi des opacités plus profondes, ici sur la flèche, au niveau de la région du sinus phénoïde, ou encore au niveau frontal ou au niveau maxillaire. Ces différents éléments sont bien identifiés par le radiologue et vont nous orienter ensuite dans le bilan étiologique. Cette diapositive est un tableau récapitulatif qui vous présente les différents cadres étiologiques et les différentes caractéristiques cliniques qu'on peut être amené à identifier. On a d'un côté les rhinosinusites chroniques avec polype et les formes sans polype. Les formes avec polype, on va retrouver la GEPA, la granulomatose à éosinophile avec polyangéite.
Et dans les formes sans polype, on va retrouver la granulomatose avec polyangéite, qui sont les deux grands cadres diagnostiques qui s'accompagnent de manifestations rhinosinusiennes. On peut aussi citer la polypose nasosinusienne ou le syndrome hyperéosinophilique, qu'on appelle aussi SHE, qui se caractérise par la présence d'un asthme et de polypes au niveau des fosses nasales. Et la sarcoïdose, qui peut parfois s'accompagner aussi de manifestations rhinosinusiennes, avec essentiellement des croûtes ou encore des sécrétions stagnantes, mais le diagnostic au niveau nasal sera beaucoup moins évoqué dans ce cadre particulier. Donc on a à l'aspect endoscopique différents aspects, on le voit sur la diapositive, avec des polypes éventuellement, ou la présence de sécrétions, de croûtes ou de saignements. Quels sont les principes maintenant du traitement symptomatique de ces différentes pathologies ? Ce qui va apporter une gêne fonctionnelle, une gêne au quotidien, c'est l'œdème de la muqueuse nasale dans certaines circonstances, le nez complètement obturé à cause du gonflement de la muqueuse nasale. On aura dans d'autres circonstances une muqueuse qui sera au contraire complètement sèche, avec des sécrétions qui vont coller, qui vont stagner et engendrer l'apparition de croûtes. Des croûtes qui s'accompagnent souvent d'épistaxis, provoquées par la chute des croûtes ou provoquées par la sécheresse muqueuse. Et tout cela s'accompagne d'une altération du drainage à la fois muqueux et ciliaire, si bien qu'on est un peu dans un espèce de cercle vicieux où les choses s'aggravent parce que les sécrétions ne peuvent pas s'évacuer. D'où l'apparition potentielle de phénomènes de surinfection bactérienne qui peuvent poser parfois des problèmes thérapeutiques. Pour agir sur ces différents symptômes et pour améliorer le drainage mucociliaire, le traitement qui reste la base, quelle que soit la cause, ce sont les lavages de nez. Alors pour pouvoir réaliser des lavages de nez efficaces, il faut ne pas utiliser les petites pipettes qui sont réservées au lavage de nez chez l'enfant, mais plutôt utiliser des techniques de lavage à grandes eaux. Alors vous avez ici différentes marques qui vous sont présentées. Le principal, c'est de disposer d'un conteneur qui va contenir au moins 200 ml, dans lequel vous allez pouvoir mettre de l'eau minérale ou du sérum salé. Lorsque c'est de l'eau minérale, en général, on conseille les eaux qui sont faiblement concentrées en ions, qui sont réservées par exemple pour reconstituer des biberons, dans lesquels on va diluer du sel. Et ces lavages sont à faire de manière plus quotidienne, tête penchée en avant ou sur le côté, en fonction du dispositif, pour pouvoir assurer l'évacuation de l'ensemble des sécrétions, éviter ainsi des processus de surinfection qui pourraient se manifester. Donc de nombreuses études ont montré que ces lavages étaient les plus efficaces, et c'était ceux qui permettaient d'assurer une meilleure clearance de la muqueuse au niveau nasal et au niveau sinusien. La corticothérapie locale peut, dans certaines circonstances, avoir un intérêt, mais là, il faut faire très attention puisqu'on sait que les corticoïdes locaux sont source de sécheresse muqueuse nasale et parfois d'épistaxis. Et donc, ces traitements sont vraiment réservés aux situations où il existe un gros œdème de la muqueuse au niveau des cornets ou au niveau des régions proches de la cloison nasale. Donc, vous avez sur cette diapositive différentes spécialités, il en existe de très nombreuses, qui pour certaines sont utilisables dès l'âge de 3 ans et pour d'autres plus tardivement à partir de 12 ans. Ça correspond à des molécules différentes, mais qui ont globalement la même efficacité. La plupart des études et méta-analyses nous montrent que ces différents corticoïdes locaux apportent des résultats comparables, que ce soit sur l'obstruction nasale, l'amélioration des troubles de l'odorat ou la diminution des rhinorrhées. On peut avoir aussi parfois des associations thérapeutiques, notamment dans ce qu'on appelle le dimista, où à l'intérieur même du produit, on a un corticoïde et un antihistaminique, mais ce type de molécule est plutôt réservé dans le cadre des rhinites chroniques. Concernant la corticothérapie locale, pour l'utiliser de manière efficace, il faut respecter un certain nombre de règles. La première, c'est de bien réaliser auparavant un lavage de nez au sérum physiologique pour pouvoir assurer un désencombrement de la fosse nasale. Une fois réalisé, on peut procéder à un mouchage, mais dans ce cas-là, il faut attendre 10 à 20 minutes avant de mettre en place le corticoïde. Et lorsque le corticoïde est introduit dans la fosse nasale, il faut viser en haut et en arrière et respirer normalement sans faire de grandes inspirations, au risque d'entraîner une migration du principe actif directement au fond du nez et d'avoir ainsi un temps de contact réduit avec la muqueuse de la fosse nasale. Concernant la position à adopter, le plus simple c'est être en position assise, ne pas la peine de faire des gestes ou des mesures particulières ou des positions de gymnastique pour pouvoir mettre son produit. La diffusion locale sera de toute façon comparable. Autre élément, c'est la sécheresse muqueuse et pour pouvoir agir sur ce symptôme, la lubrification est essentielle. Pour ça, vous disposez de différentes possibilités. La plus ancienne, qui est ancestrale, c'est l'huile goménolée, utilisée avec un compte-gouttes, qu'on va déposer au sein de la fosse nasale. Plus récemment, sont disponibles des sprays lubrifiants qu'on appelle gélocitins, composés d'huiles essentielles à base de citron ou d'orange, qui apportent donc une lubrification muqueuse et une odeur parfois plus agréable lorsque des croûtes stagnent ont tendance à entraîner des mauvaises odeurs nasales. Mais on peut aussi avoir recours à des pommades simples qui vont simplement assurer
une lubrification de la fosse nasale, lutter contre la sécheresse pour pouvoir limiter l'irritation au niveau du seuil narinaire. Concernant les phénomènes de surinfection de la muqueuse nasale, on peut les traiter de manière efficace par l'antibiothérapie locale. Alors il existe différentes possibilités sous forme de pommades qui vont agir sur la présence de staphylocoque qui est le principal agent pathogène dans les rhinosinusites chroniques. Mais plus récemment, déjà utilisé largement dans la mucoviscidose, on peut avoir recours à l'antibiothérapie comme la tobramycine ou la colimycine qui seront le plus efficacement utilisées sous forme d'aérosol. L'aérosol thérapie nasale est un moyen efficace pour pouvoir assurer une meilleure diffusion des traitements actifs au niveau local. On peut avoir recours à l'aérosol thérapie pour permettre la diffusion de corticoïdes locaux, mais c'est aussi pour permettre une diffusion des antibiotiques que j'ai cités précédemment. Donc on voit ici sur cette diapositive la diffusion d'un spray représenté en bas et à gauche. On s'aperçoit que le spray nasal va rester essentiellement à la partie tout antérieure de la fosse nasale, alors qu'un aérosol va pouvoir assurer une diffusion complète du principe actif dans les différents recoins des fosses nasales. Alors cette aérosol thérapie n'est pas faite de manière n'importe laquelle, on utilise un générateur spécifique qui va générer des vibrations sonores avec un embout nasal qui va permettre d'assurer une diffusion complète du principe actif au sein des cavités nasosinusiennes. Donc souvent la prescription initiale est faite par l'ORL qui initie le traitement, mais par la suite, si cette solution thérapeutique s'avère être efficace, le médecin traitant ou un autre médecin spécialiste peut prolonger cette prescription qui peut au cours de l'année permettre d'avoir l'effet d'une cure thermale à domicile et de diminuer ainsi la gêne fonctionnelle induite par la sécheresse muqueuse, par les sécrétions ou l'accumulation d'un œdème local. Donc on voit ainsi les différentes mesures symptomatiques dont on dispose actuellement pour essayer d'améliorer la gêne fonctionnelle. Bien sûr, toutes ces mesures n'ont pas la prétention de guérir la maladie rhinosinusienne chronique, qui, elle, relève du traitement étiologique de la vascularite, mais permettent au quotidien d'apporter un confort supplémentaire et faire en sorte que la maladie soit ainsi mieux supportée avec le moins de retentissement possible dans la journée, mais aussi la nuit, puisqu'on sait que ces pathologies peuvent aussi avoir un effet assez négatif sur la qualité du sommeil. Je vous remercie.